moi, oui, mais j'ai confiance aussi à mon staff. Parce que je leur dis toujours, hein, vous êtes la vitrine. Parce que moi, je peux faire des ronds de jambes en congrès, hein, dire je suis la meilleure, je suis la plus belle, je suis un leadership, and so on. Mais si derrière le staff... Donc si vous voulez, c'est une combinaison de tout cela. J'aime mon staff. Ils aiment me faire plaisir parce qu'ils savent que c'est notre réussite. Ils sont ravis quand je reviens de congrès, que je leur dis « Oh là là, si tu savais toutes les éloges que j'ai reçus à ton sujet parce que tu travailles admirablement bien. » Et ça, c'est magnifique pour eux et je l'écris. Hein. Moi, personnellement, je suis tellement animée par de bonnes intentions et j'ai envie de faire plaisir à tout le monde. Et j'adore ce que je fais parce que ce travail, c'est vraiment dans mes... Je le fais depuis le début, je dirais, depuis l'entreprise a 42 ans. Je le fais pratiquement depuis 38 ans. Quoi. Donc j'aime l'entreprise et je fais en sorte que tout le monde autour de nous aime l'entreprise. Qu'est-ce qu'un entrepreneur? C'est quelqu'un qui a de l'envie, des idées, le goût du risque, et puis qui est capable d'entraîner derrière lui des gens parce que là il a une certaine, il diffuse une certaine énergie, une envie de travailler ensemble, et puis qui laisse les gens s'épanouir. C'est une forme de créativité, c'est une forme d'artiste en quelque sorte. Quand on crée une entreprise, j'en ai créé plusieurs dans ma vie, toutes les solutions ne sont pas là. On va les inventer en marchant. Voilà, il va falloir faire avec. Et donc, c'est, je crois, la différence entre l'acte de gérer et l'acte d'entreprendre. L'acte de gérer est fondamentalement rationnel et indispensable dans la vie de l'entreprise. L'acte d'entreprendre, il est un peu plus transcendant, il est un peu plus irrationnel. C'est la chance d'avoir des idées, de les confronter aux autres et de pouvoir, si les risques sont limités, les lancer. C'est la partie la plus passionnante de la vie du chef d'entreprise. J'aime créer, j'aime solutionner des problèmes par la création. Mon job se résume à inventer demain. Inventer demain, c'est pas l'innovation technologique, c'est innover socialement, innover en RH, innover en marketing, c'est aller chercher en permanence des débouchés. Tout entrepreneur est dans l'audace. Hein. Il faut oser. Hein. Il faut oser entamer les procédures, prendre le risque financier, prendre le risque de l'échec technique, ça peut arriver également. Donc l'entrepreneur est véritablement un héros, hein, en quelque sorte. Hein. C'est un héros. J'ai toujours souhaité être chef d'entreprise. Quand j'étais en école de commerce, je n'imaginais pas travailler dans un grand groupe. Et donc j'avais fait la spécialisation création d'entreprise. J'ai toujours souhaité être entrepreneur. Donc je me suis jamais posé de questions parce que ça fait partie de moi sans doute. Et ça fait partie, je pense aussi, d'un certain caractère indépendant, un peu fonceur et confiant et puis sans avoir peur finalement. Voilà, faut pas avoir peur. Je pense que ce qui fait qu'on se lance, c'est qu'à un moment donné, on n'a pas peur des risques et qu'on se dit « mon projet, j'y crois, j'y vais ». Il y aura des difficultés, mais je les surmonterai. Donc c'est ça la confiance en soi, c'est aussi de se dire « j'ai aucune garantie de succès à l'heure où je me lance, mais je me lance parce que j'y crois et parce qu'à un moment donné, c'est vital ». Cette idée de vouloir créer, vouloir inventer, vouloir imaginer, vouloir construire. Et c'est ce que j'applique à l'entreprise. Vous êtes créatif, vous êtes innovant, si vous n'avez pas peur de prendre des risques, si vous avez le droit à l'erreur,
si vous savez que votre force de proposition va être écoutée, si vous savez aussi que les risques, s'ils sont bien mesurés, peuvent être pris ensuite collectivement. Le principal risque pour une entreprise, est-ce que ce ne serait pas plutôt de partir sur un projet en se trompant et en cherchant à trop le cadrer et à ne pas permettre la prise d'initiative comme ça peut être le cas si on lâche la confiance aux collaborateurs. Je crois que le vrai risque finalement, ça serait de ne pas vouloir en prendre. Il faut oser, et puis il faut oser croire en ses produits. Il faut aussi croire dans les hommes et les femmes qui composent l'entreprise. Il faut, et puis bien sûr, il faut prendre le risque. Il faut essayer d'avancer sans méfiance. Le fait de créer et d'entreprendre, il y a toujours une part d'inconnu. Il y a toujours une part d'inconnu, et aujourd'hui, je pense que dans pas mal de domaines, il faut accepter. Il faut accepter l'erreur, il faut accepter d'échouer quelquefois pour mieux rebondir après. En fait, il faut avoir échoué pour pouvoir réussir presque. En fait, les échecs sont aussi des choses, des passages obligés de la réussite. Ce qui ne nous tue pas nous rend plus forts. Voilà, bien comprendre ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé, les erreurs qu'on a commises, se sentir grandi de ces erreurs-là. Avoir des échecs, je pense que ça fait partie, voilà, c'est une des façons de s'accomplir par la suite. Moi, j'accepte les échecs chez les gens. À partir du moment où ils ont mené des actions cohérentes, il n'y a aucun souci avec le fait d'avoir un échec. On peut pas gagner tous ces projets. Hein. Lorsque vous, dans une entreprise, vous lancez un investissement, vous décidez d'un investissement. Alors aujourd'hui, on a quand même un certain nombre de paramètres qui peuvent nous aider quand même à prendre les bonnes décisions, bien évidemment. Mais il y a toujours une part de risque. Hein. Mais si on n'accepte pas de prendre cette part de risque, je crains que on se sclérose assez vite dans le day-to-day. Si nous risquons parce que nous osons, et si nous tombons, nous relevons-nous. De toute façon, la seule façon de réussir, c'est de savoir cueillir les opportunités partout où elles passent. Créer des opportunités, on prend des risques. Prendre des risques, c'est créer des opportunités. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que ces opportunités qu'on saisit ou pas, et c'est dans cette notion-là qu'on prend ou pas le risque, hein, qu'on saisit ou pas, ça suppose d'avoir une dynamique des hommes qui soit dans cette configuration-là. Les Allemands disent, nous réussissons parce que nous valorisons l'échec utile. Il ne faut pas avoir peur de l'échec. Les Japonais disent, je tombe 7 fois, je me relève 8. Donc, ayons l'esprit d'entreprise. Voilà, on a une idée, essayons de la réaliser. Si elle marche, c'est bien. Si elle marche pas, c'est pas grave. On reprendra. Il y a toujours des choses. Voilà, c'est une opportunité qui ne s'est pas réalisée, mais on a forcément appris de cette expérience, peut-être douloureuse, mais qui justement nous enrichit personnellement et nous donne des idées pour créer autre chose. Donc c'est toujours plutôt qu'un attentisme en disant j'attends de voir si ça va aller. Et là à ce moment-là on commence à s'enfoncer et à devenir dans un immobilisme où on ne bouge plus. Et ce qui est terrible. Non, on continue d'avancer. Cet optimisme, faut bouger. Peut-être pas dans la bonne direction, mais déjà le mouvement, on recadrera toujours le mouvement une fois qu'il est lancé. Alors que si on ne bouge pas, je crois que c'était Audiard qui disait qu'un con qui marche ira toujours plus loin que deux intellectuels assis. L'homme statique, l'homme qui rêve pas, l'homme est un homme mort. Hein. Il faut rêver. Pour reprendre la chanson, hein, c'est on se reposera quand on sera mort. Hein. Donc voilà, en attendant, faut y aller. Hein. Donc, Moi personnellement, les échecs servent à mieux réussir derrière, donc ça c'est un peu ma philosophie de vie. Donc je suppose que ça transparaît aussi un petit peu dans la façon dont je gère mon entreprise. Mais c'est important. C'est important parce que je pense que les autres, mes collaborateurs, etc., voient qu'il n'y a pas grand-chose quand même qui me démotive ou qui me décourage. Et puis de toute façon, c'est toujours passager. Parce qu'il y a toujours demain, et demain, ça sera toujours mieux qu'aujourd'hui. Je crois que c'est une vraie clé sur laquelle je travaille moi-même, hein, qui est pas facile, qui est de dire ok, on peut regarder le verre à moitié vide, regardons celui qui est à moitié plein. Et je me suis aperçu que dès qu'on avait cette posture-là,
finalement d'abord soi-même, mais aussi les autres, se canaliser pour aller vers le meilleur. Il faut se dire qu'on a des atouts très importants, se projeter dans le futur avec plus d'optimisme, pas un optimisme béat, un optimisme réaliste, mais qui nous permette un petit peu de trouver un chemin pionnier qui correspond finalement à une certaine tradition française et qui correspond surtout à une capacité française très identifiée d'être adaptée au XXIe siècle. Il faut toujours voir le verre à moitié plein et envisager l'avenir de manière positive avec des projets pour pouvoir avancer. Il n'y a rien qui empêche, rien n'empêche d'avoir ou d'aborder les problèmes, les sujets ou les relations de façon positive. C'est toi qui décides ton humeur. C'est toi qui décides ton humeur. Hier, j'avais ma fille, elle me disait, je parlais du cauchemar et d'un loup qu'elle voyait. Je dis, mais ton loup, pourquoi tu ne mets pas une robe et tu le fais danser? C'est toi qui décides. Ce qui s'applique à tous, c'est d'essayer de combattre ce que je vais appeler le mal français, qui est le mal du dénigrement ou du petit détail, du caillou dans la chaussure, qui devient un rocher qui empêche d'avancer. Et donc, ça se combat par des manières de penser sa journée ou de la terminer. Donc, des petites choses très pratiques. À la fin d'une journée, de se dire quel a été le meilleur moment et de le partager avec ses collègues, avec son boss, avec sa famille. Il n'y a pas de différence entre un pessimiste et un optimiste. Ils se trompent tous les deux. Seulement, être optimiste rend quand même plus heureux. Alors, soyons heureux, soyons optimistes. Open your eyes. Nous n'avons pas le droit d'être pessimistes avec toutes les opportunités, toutes les possibilités que nous avons dans ce département. Nous n'avons pas le droit, puisque à une question, il y a toujours un contact. Et à ce contact, il y a toujours une possibilité de réponse. Et donc, mais il faut vouloir. On aime l'entreprise, ça c'est sûr. On aime l'entreprise, on aime les personnes qui travaillent avec nous et on diffuse de l'optimisme. Oui, je crois que dans des moments un peu compliqués, à la fois sur le plan économique ou sur le plan organisationnel, il y a deux façons de voir les choses. Soit on ne fait que communiquer sur le volet négatif de la situation, soit on essaie de rendre positif des situations a priori compliquées, difficiles. Et moi, je crois beaucoup à cela. Les bonnes nouvelles, elles font du bien aussi à ceux qui en prennent connaissance. Alors, je ne sais pas si c'est du magnétisme, mais ce que je sais, c'est que c'est bon pour le moral, au moins à cause de ça. Tous vos raisonnements, toutes vos décisions se nourrissent des perceptions que vous avez. Les gestes que je commets, la voix que j'utilise à votre égard, les mots que j'emploie à votre égard, génèrent en vous des émotions, plus ou moins positives. Et moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai le devoir, la mission de générer du positif chez vous. Heureuse de diriger Serba Healthcare. Magnifique entreprise française. Je prends. Magnifique entreprise française qui porte les couleurs de la biologie et de la France à l'international. Et c'est une vraie réalité et on est très fiers de ça. Pour être optimiste, il faut croire. Voilà. Il faut croire. Je crois qu'il faut croire dans les autres. Il faut évidemment avoir confiance dans les autres pour pouvoir entreprendre l'ouverture aux autres. Elle est absolument nécessaire dans l'esprit d'entreprendre. Moi, j'affirme que je crois en l'homme. Et croire en l'homme, c'est donc lui faire confiance. Lui faire confiance, c'est l'aimer. Ce verbe aimer, parfois, il est un peu galvaudé. On l'utilise aussi bien pour dire un plat que l'on aime qu'une personne que l'on aime. Néanmoins, c'est au cœur de l'existence, et bien sûr au cœur de l'existence personnelle, mais aussi au cœur de l'existence professionnelle. On n'est pas des machines, hein. Donc il ne faut pas oublier ça, c'est que nous, on touche des gens, donc il faut aimer les gens, il faut avoir envie de partager. Un salarié qui ne ressent pas
quel que soit son niveau, qui ne ressent pas la confiance de son supérieur, encore plus de son patron, comment il peut être tranquille? Il faut cette empathie bienveillante. J'aime beaucoup ce concept de bienveillance. Il suffit souvent de sourire à quelqu'un dans l'entreprise, dans un atelier, pour que cette personne soit heureuse de travailler et augmente son efficacité. Et beaucoup de personnes, même beaucoup de managers ne vont pas dans les ateliers simplement pour sourire aux gens, en leur serrant la main. Et ça apporte quelque chose d'irrationnel. Pourquoi c'est comme ça? Et parce que on aime être aimé. Le vecteur amour dans l'entreprise est fondamental. Si on n'a pas si une entreprise effectivement au-delà des indicateurs des réussites économiques et de performance pour l'entreprise n'instaure pas cette relation et de confiance et d'amour avec ses collaborateurs, ça ne marchera pas. La machine ne sera pas huilée, il n'y aura pas de dialogue social pertinent et efficace, et donc on n'aura pas effectivement une entreprise qui aura un vrai projet qui va se développer sur des dizaines d'années. Je ne pense pas qu'on puisse diriger une entreprise durablement avec des très bons résultats si on n'aime pas. Il faut aimer son métier, il faut aimer ses clients, il faut aimer ses employés. Alors de l'amour au sens de l'intérêt profond, sincère, ça me paraît aujourd'hui indispensable si on veut diriger une entreprise, et c'est de toute façon en plus une attente de plus en plus forte, on le voit, des jeunes générations qui veulent ce lien, qui veulent cet intérêt-là, ce développement, cette écoute. La part de la relation humaine est aujourd'hui clé. Paradoxalement, plus le digital se développe, plus la part de la relation humaine au sein de l'entreprise est clé. Ce qui est clair, c'est que depuis que nous sommes très attentifs à la qualité de la relation humaine dans l'entreprise, je ne sais pas si c'est lié directement, mais nous avons une croissance à 2 chiffres. On ne fait bien que ce que l'on aime. Et d'ailleurs, j'ai moi aujourd'hui une position de Chief Executive Officer, si je prends un titre américain, et j'espère le faire évoluer progressivement vers le CHO, c'est Chief Happiness Officer. Quand on veut être un entrepreneur durable, il faut chercher à rendre heureux. C'est intangible, mais c'est en fait le vrai vecteur, c'est le vrai soutien de la performance. C'est-à-dire qu'on voit bien, si on prend une analogie avec des sports, que une bonne équipe, c'est plus qu'une somme d'individus, et que ça va même au-delà de ça. On peut avoir une équipe composée de stars qui fonctionne pas parce que l'état d'esprit est pas là, et à l'inverse, on peut avoir une équipe de joueurs qui indépendamment sont moins bons, mais se transcendent parce qu'il y a un état d'esprit commun, parce qu'il y a une envie commune, parce qu'il y a de la confiance, parce qu'il y a une volonté de se dépasser, parce qu'il y a de la coopération, et donc c'est intangible, mais absolument indispensable. Il faut que le management de l'entreprise soit tout entier tourné vers cela, c'est-à-dire vers des collaborateurs qui soient sans cesse plus à l'aise dans leur travail, amenés souvent à se dépasser pour l'entreprise, pour l'objectif commun. L'entrepreneur doit d'abord s'occuper de son personnel, parce que s'il ne s'occupe pas d'abord de son personnel ne va pas s'occuper d'abord de ses clients. Les clients, c'est là l'objectif numéro 1 de l'entreprise, et donc le travail numéro 1 pour l'entrepreneur, c'est s'occuper d'abord de son personnel pour qu'il s'occupe très bien de ses clients. Et donc ça, c'est essentiel. Ne pas oublier que c'est donner confiance d'abord à son personnel pour que le personnel donne confiance à ses clients. Et lorsque l'on donne sa confiance, ça ne veut pas dire qu'on a perdu quelque chose. C'est un capital qui vient renforcer. C'est une des rares choses que lorsque l'on donne, elle ne disparaît pas. Au contraire, la confiance, c'est incrémental. La confiance en soi, brute et simple, elle mène pas à grand-chose. Mais si on arrive à donner confiance aux autres, et donc la confiance des autres vous porte, et alors là, on peut tout entreprendre. Être entrepreneur, c'est une relation biunivoque entre un chef d'entreprise et l'ensemble de ses salariés. On a confiance, ensemble, nous pourrons progresser. On perd ensemble, on gagne ensemble, c'est évidemment quelque chose de décisif. Une entreprise ne peut pas marcher s'il n'y a pas
un esprit d'équipe entre les créateurs, entre les travailleurs, etc. etc. C'est toujours la vision du sport collectif, du sport d'équipe, où chaque individu a sa place dans une équipe pour amener un but final. C'est exactement la même chose dans une entreprise. Accepter fondamentalement et définitivement qu'il y a plus de savoir-faire dans 10 personnes que dans une. Chef d'entreprise, il ne sait pas tout. Même s'il a donné l'idée de départ, même s'il s'investit en temps, même s'il est extrêmement cadrant, voire contrôle beaucoup de choses, il ne peut pas tout faire. Il ne réalise pas lui-même la satisfaction de l'ensemble de ses clients. Je pense que le chef d'entreprise a pour mission principale de fédérer. Fédérer et donc de regrouper autour de lui des collaborateurs. Fédérer d'abord en proposant un projet, en travaillant avec les collaborateurs sur des valeurs, un état d'esprit, et puis en étant en permanence quelqu'un qui incite à prendre des risques, qui incite à se dépasser. Être capable d'entraîner, capable d'insuffler l'énergie créatrice, de rassembler tous ceux qui contribuent à l'objectif, et puis en même temps être capable de donner à son équipe les moyens, y compris sur le plan personnel, sur le plan humain, de donner le meilleur d'eux-mêmes. On parle beaucoup aujourd'hui du bonheur au travail, je crois que c'est un élément important. Le bonheur au travail, il passe par beaucoup de choses matérielles, mais il passe surtout par le charisme que peut avoir un chef d'entreprise qui est capable de mobiliser ses troupes et de leur donner envie de se dépasser. La question du leadership ne va pas uniquement par le nom de la fonction, ça va par la capacité à permettre à l'autre de se dépasser et de vous surprendre. Je choisis que mon collaborateur est quelqu'un d'important, mais quelqu'un d'essentiel et d'indispensable. Et en ça, il va falloir que je l'aide à grandir pour qu'il développe le potentiel qu'il a en lui. On est beaucoup plus maintenant dans du coaching que dans, je dirais, de l'équivalent professorat. C'est-à-dire que voilà, le professeur sait ce qu'il faut faire, donne le devoir, et puis chacun va faire son devoir et bien montrer sa copie. Et voilà, on travaille plus comme ça. Je pense qu'il y a toujours besoin de définir un ou une responsable à la tête d'une organisation. La question est de savoir comment ce ou cette responsable va ensuite donner du pouvoir aux autres. Faire confiance, c'est par exemple donner un objectif à un de ses collaborateurs, lui donner tous les moyens de l'atteindre, et puis ensuite le laisser faire, ne pas intervenir en permanence pour regarder la façon dont il s'y prend. Chercher absolument à tout contrôler et à faire, je dirais, à rajouter des couches de contrôle dans la structure, finalement aujourd'hui ça ne représente plus que des coûts. Et ça freine le développement. À partir du moment où on est convaincu que c'est toujours l'intérêt général qui prévaut sur l'intérêt particulier, tout est permis. Je crois qu'aujourd'hui, nous avons besoin d'impulser cette liberté d'entreprendre, cette liberté de faire et de laisser faire. L'objectif que l'on doit avoir, c'est surtout la confiance en soi de chacun des acteurs. Et ça, c'est aussi quelque chose qui se réalise par l'exemple. Je pense que l'exemple est la seule chose qui peut vraiment avoir une efficacité pour être contagieux sur une donnée ou une autre, comme la confiance. Un entrepreneur aimant se doit d'être exemplaire. L'exemplarité nourrit, l'exemplarité soutient, l'exemplarité fédère et mobilise. C'est pas de la com, parce que la com c'est toujours un peu superficiel et c'est pas de la publicité, bien sûr, même s'il en faut, c'est important la pub. C'est quelque chose de plus profond, c'est autour des valeurs de l'entreprise, c'est autour de la façon de se comporter. Donc le souci d'exemplarité, il est au niveau du chef d'entreprise, il est au niveau de l'ensemble de la chaîne managériale, c'est-à-dire de faire ce qu'on dit, de dire ce qu'on fait et d'appliquer à soi-même les règles qu'on édicte. Le chef d'entreprise devient une sorte de chef de file qui doit non pas asseoir son autorité ou son leadership sur son statut, par exemple, ou sur sa compétence simplement, mais aussi sur son savoir-être. Et ça, c'est quelque chose qui est aujourd'hui tout à fait important, notamment pour les jeunes générations. Quand le patron
n'est pas clair, le service n'est pas clair. Donc il y a une espèce de, comment dire, de mimétisme des équipes. Donc une équipe épanouie, c'est un patron bienveillant, un patron ouvert, un patron dynamique. Il n'y a pas de... C'est très clair, ça se voit très vite. C'est souvent que des clients, des partenaires nous disent, alors qu'ils ne nous connaissent pas particulièrement, mais qui viennent pour la première fois dans l'entreprise, que quand on visite une entreprise, on ressent des choses. On ressent par des petits détails, on arrive à véhiculer à nos partenaires, à nos clients, des messages. Je pense qu'on ne reflète chez ses clients que la qualité de ce qu'on vit en interne. Pour ma part, je n'ai qu'un seul agenda, j'ai qu'un seul emploi du temps, j'ai qu'une seule façon d'être, et l'entreprise ne peut avoir qu'une façon d'être. Elle ne peut pas être assassine avec ses fournisseurs et en même temps annoncer à ses clients qu'elle est formidable et qu'elle prône le bien-être, et de la même façon à ses salariés. Ce ne serait pas cohérent. Il faut nouer dans notre écosystème des partenariats, une confiance, une bienveillance qui soit globale. Donc ça veut dire on se sent aussi avec nos clients dans un vrai rapport d'égalité, on apporte quelque chose, ils nous apportent quelque chose, mais on se sent pareil avec nos fournisseurs. Donc c'est dépasser un rapport dominant-dominé pour dire non, on est vraiment dans un rapport de collaboration. On essaie de communiquer simplement. Moi j'essaie de dire aux gens, il faut essayer de servir nos clients de la même façon qu'on aime être service soi-même. Nos parents nous ont certainement dit, tu parles toujours des autres comme tu aimerais qu'on parle de toi. Est-ce qu'on a envie de s'entendre dire, tiens, on va se faire chasser, on va se faire truffer, on va se faire pécho? Bien sûr que non. Bien sûr que non. C'est consternant d'employer l'expression chasseur. Consternant. Parce que quand on chasse, généralement, c'est pour tuer. Voilà, à la limite capturer, mais en tout cas pour priver de liberté. Non, on ne chasse pas un client. On se bat pour mériter sa confiance, sa préférence et le protéger pour le rendre heureux. Un client ne doit pas être chassé, il doit être attiré, il doit être cajolé. Pourquoi revenez-vous dans un restaurant? Pourquoi revenez-vous sur le lieu de vos vacances? C'est parce que vous y êtes bien, c'est parce que vous y êtes heureux. C'est la même chose. C'est la même chose. Lorsque quelqu'un vous rend heureux, vous cherchez à être à son contact. C'est de la qualité de la relation qui s'établit entre le client et les représentants de l'entreprise qui vont faire que l'entreprise va gagner plus vite et plus fort que les autres. Je pense qu'on ne dirige pas une entreprise sans un fort sentiment d'empathie. Empathie sur ses collaborateurs qu'on va emmener, puis empathie vers ses clients. Il est certain que si on n'est pas dans l'affectio societatis, qu'on n'est pas capable donc d'être dans cette confiance qui est affective également, on ne progresse pas. Donc il n'y a pas de mystère, il faut aller au contact. Il faut aller au contact. Internet n'est qu'un outil formidable, mais ce n'est qu'un outil. Le physique, tout à fait, le physique qui donne confiance. Le physique qui attire, le physique qui aime, restera essentiel, même dans le développement de la digitalisation. Pour durer, l'entreprise a besoin d'être reconnue dans ses qualités, évidemment, techniques, financières, mais aussi dans un lien humain, un lien personnel de confiance. Je crois que cette confiance, dont on sait tous l'indispensable caractère pour les agents économiques, elle est à la base de la réussite de l'entreprise. C'est la confiance que le chef d'entreprise a pris en lui-même, qu'il a transmis à ses salariés et qu'il partage avec ses clients et ses partenaires. Un dirigeant qui rayonne, qui est magnétique finalement, il est capable également d'attirer autour de lui de l'énergie. Et quand je dis de l'énergie, c'est des affaires. C'est pour ça que l'entrepreneur ne réussit que dans cette attirance de valeurs professionnelles et dans cet amour, cette empathie, certainement on peut dire. Je ne te dis pas que je t'aime, mais je sais que tu sais que je t'aime, fait que, tous ces gens-là sont heureux de travailler avec l'entreprise. C'est pas de l'amour au sens entre deux êtres humains, c'est de l'amour pour son métier, pour son ensemble d'écosystèmes autour du chef d'entreprise. Ce lien, ce sentiment
que les uns et les autres peuvent avoir, il va se construire au fur et à mesure. C'est un des facteurs clés de succès sur le devenir de l'entreprise. En aimant les autres au sens effectivement entrepreneurial du terme, c'est-à-dire vraiment en s'intéressant à ses besoins, à ses difficultés, à ses attentes, on peut proposer, on peut valoriser un produit, un service. Plus on aime quelqu'un, plus on aime les entreprises, et plus on cherche à bien les connaître, et en les connaissant bien, on peut leur apporter ce dont ils ont besoin. Dans les deux sens du terme aimant, l'entrepreneur, mais plus globalement le responsable d'une collectivité humaine, doit avoir cette dimension, et c'est une dimension qui est essentielle au succès de tous. Oui, c'est bien de comprendre que si on est un aimant, l'entreprise grandit et qu'on grandit avec elle. Je ne sais pas s'il y a un côté magnétique dans tout ça, mais il y a des incontournables dans l'art et la manière de mener une boîte et de mener une équipe, quoi. Et pourquoi on parlait un peu de sentiments? Pourquoi on parlait de la confiance? Pourquoi on parlait de valeurs? Pourquoi on parlait de stratégie partagée avec ses différents partenaires? Simplement parce que dans le monde complexe d'aujourd'hui, on a besoin de ces points de repère. Dans un monde où on nous dit qu'il faut changer vite, et c'est vrai que beaucoup de choses sont imprévisibles, et donc moi je suis persuadé que plus on demande de l'agilité, plus il faut quelques points d'ancrage, quelques points fixes auxquels on se réfère. Une mission qui a un point fixe, on peut changer son métier, mais sa mission reste la même. Des valeurs qui elles sont des points fixes et qui justement permettent la mise en mouvement. Quand on fait confiance, on se confie, on accepte de confier son sort à quelqu'un, ou on accepte de se fier à quelqu'un, ou on accepte... on se repose sur quelqu'un ou quelque chose. Et ça renvoie en fait, à mon avis, c'est pas une spécialité d'entreprise, c'est consubstantiel au rapport humain. La confiance est un concept, je dirais, irrationnel. Je dis irrationnel parce que deux personnes ou deux entreprises peuvent avoir les mêmes qualités, et une donne confiance à un client, l'autre ne donne pas confiance. Alors c'est quoi? La confiance est un concept donc irrationnel qui permet à deux personnes, physiques ou morales, deux personnes ou deux entreprises, à accepter de travailler ensemble dans l'obtention d'un objectif commun.